Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, nouvel item 185 sur la réaction inflammatoire. Donc là, on se dirige dans le collège d'immuno. Voilà, c'est une petite transition tranquillement avec cette réaction inflammatoire qui est quand même quelque chose de base, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que on doit connaître très tôt dans le parcours. Et ça fait partie d'un item, donc pourquoi pas le faire là. En plus, ça suit bien l'histoire. Donc on va continuer tout ça. Aujourd'hui, on avance un peu, on va découvrir des petits trucs. Ça va faire plaisir, vous allez voir ça. C'est parti pour l'histoire. Alors que le groupe était toujours en route, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire de Koklo. C'était la première fois qu'ils réussissaient à capturer un membre de cette organisation. Le problème était que lorsque l'un d'eux était mis en prison, soit il s'échappait très rapidement, soit il mourait. Ces morts sont toujours maquillées pour sembler être des suicides, mais en réalité tout le monde sait que ce sont des meurtres, pour éviter que des informations sur l'organisation soient divulguées. Milo et Trizy voulaient tout de même le livrer aux autorités à Ratusian, car là-bas est située la plus grande prison au monde. La plus grande, mais surtout la mieux contrôlée. Julie et Pearl, eux, voulaient le garder, car elle pourrait être utile d'une manière ou d'une autre. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. De toute façon, ils devaient le garder au moins jusqu'à Ratusian. Alors que le débat était intense entre les deux différents partis, Médicis interpella tout le monde. Il montrait quelque chose du doigt vers le ciel. Tout le monde tourna la tête dans la même direction, et on voyait une grande structure à travers les arbres. Deux gros piliers d'un rouge ardent qui se joignaient en haut pour former un triangle, avec plusieurs cordes qui partaient de là vers le sol. Milo sortit sa carte, l'ouvrit et dit « Nous avons atteint la première étape de ce voyage, nous sommes arrivés au pont des flammes. » Au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochaient, la chaleur montait. Puis ils arrivèrent à son pied et purent en admirer la beauté. C'était un pont d'une quinzaine de mètres de long. Il passait au-dessus d'une rivière. Mais sur les bords, sur toute la longueur, pour faire office de barrière, il y avait de grandes flammes qui brûlaient. Elles faisaient 2 mètres de haut. Pearl, les yeux émerveillés, se demandait « Mais comment c'est possible ?» Mais d'ici lui répondit « Ce pont existe depuis des centaines d'années, on ne sait pas le dater. Les flammes que vous voyez sont des flammes éternelles. Même la pluie ne les éteint pas. Les légendes racontent qu'il s'agit d'une protection pour garder le sol de tout Ponty le plus sain qui soit. Mais depuis quelques années, on se rend compte que quelque chose ne va pas. La largeur du pont diminue au fil des ans et au contraire, la rivière en dessous devient de plus en plus large. On pense que d'ici une vingtaine d'années, le pont ne sera plus assez long pour traverser la rivière et que dans 100 ans, le pont aura disparu. C'est une des plus grandes craintes de ce pays. Seulement, en voulant monter dessus, 3 personnes arrivèrent vers eux, en les avertissant. Il y a des parares de l'autre côté qui agressent ceux qui traversent le pont. N'y allez surtout pas. Leur tenue laissait transparaître leur appartenance à la résistance. Depuis l'émergence de la parare, une résistance s'était formée. Elle est disposée à travers les différents royaumes par des régiments. Chaque royaume possède sa propre couleur. Dans le royaume de Ponty, c'est le bleu. Puis chaque régiment est scindé en équipes de taille variable. Chaque membre d'équipe possède son numéro d'identification, indiqué sous la forme d'un brassard sur l'épaule. Les chefs d'équipe, eux, ont un symbole différent. Ici, c'était une chef d'équipe qui était dotée du symbole alpha, et les 2 résistants qui l'accompagnaient étaient le numéro 1 et 6. Ils expliquèrent qu'ils passaient ici en reconnaissance, sans armes, et qu'ils étaient bloqués par les missionnaires qui n'hésiteraient pas à les liquider s'ils essayaient de passer. Alors la jeune équipe les rassura en leur disant qu'ils allaient régler le problème et traversa le pont. Une fois de l'autre côté, ils arrivèrent face à face avec un groupe de 4 jeunes missionnaires. En un coup d'œil, Pearl affirma qu'ils n'avaient pas de bague. Ça devait juste être des nouveaux parares qui se croient plus forts que le monde. Alors, avant même qu'ils aient eu le temps de remarquer sa présence, Pearl en attaqua un premier très vite, puis continua avec les 3 autres et les assomma tous les 4 dans une vitesse éclair. Il les ligota et les rendit aux mains de la résistance qui pourra ensuite les envoyer en justice. Finalement, à l'aide des résistants, toute l'équipe nettoya la zone qui avait été saccagée par les missionnaires et ils purent partager un repas ensemble. Le lendemain matin, les chemins se séparaient entre les 2 groupes, mais un grondement énorme venant du pont surgit. Voilà, on a fini l'histoire. Donc là, première transition vers le côté médical. Vous voyez, on a découvert un peu un nouveau monument, le pont des flammes. Donc on va étudier tout ça. Donc en fait, je pense que vous l'avez compris que le pont des flammes, il permet de faire le parallèle avec la réaction inflammatoire. Les flammes qui sont une protection pour garder tout le royaume sain
C'est un peu ça ce qui se passe dans le corps. En fait, on a une inflammation on a une inflammation sur le lieu où le corps est attaqué pour conserver l'intégrité de tout le corps au final. Et puis il y a ce problème de la rivière qui s'élargit et le pont qui perd en largeur petit à petit. En fait, là, on fait référence aux signes cliniques de l'inflammation. Pour l'élargissement de la rivière, on va retenir la vasodilatation et les œdèmes. Quant au pont qui rapetissit, on va retenir qu'il y a une altération de l'état général avec une anorexie, un amaigrissement. Il y a aussi une asthénie, une somnolence, de la fièvre, de la douleur. En fait, globalement, au niveau de ces signes, on peut retenir un quatuor. Le quatuor, rubor, calor, dolor, tumor. Donc ça, c'est en latin. Mais après, en français, si on traduit, ça fait rougeur, chaleur, douleur et tuméfaction. Bon, après, tous ces signes ne sont pas spécifiques. Il n'y en a aucun qui est pathognomonique de la réaction inflammatoire, mais ils existent et il faut les connaître. Donc si on fait un petit débrief général sur la réponse inflammatoire pour aider à retenir un peu tout ça, il faut se souvenir que c'est un mécanisme de défense de la réponse immunitaire innée lors d'une infection ou d'un traumatisme, que ce soit exogène ou endogène. Donc si on imagine, on se coupe le bras, il y a des bactéries qui vont rentrer. Rougeur et tuméfaction qui sont liées à la vasodilatation, qui a pour objectif de ramener l'immunité sur le lieu de l'attaque. La douleur, elle va prévenir qu'il y a un truc qui va pas. Et la chaleur, en fait, c'est pour essayer de tuer les bactéries. Pareil pour la fièvre. En faisant des petits raisonnements comme ça, on peut comprendre ces mécanismes. Et pour que tout ça soit vraiment bénéfique pour le corps, il est important que la réaction elle soit limitée à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire dans le temps, que si elle devient chronique, elle devient elle-même, la réaction inflammatoire, source de maladies chroniques. Ça peut donner par exemple des polyarthrites rhumatoïdes. Et dans l'espace, il faut que ce soit limité dans l'espace, parce que si la réaction se généralise, ça peut entraîner un choc septique par exemple, donc une situation létale. Bon, si on revient à l'histoire. Ensuite, on a les résistants qui arrivent, avec le symbole alpha 1 et 6. En fait, ils correspondent aux principales cytokines de la réaction inflammatoire, TNF-alpha, IL-1 et IL-6. Dans l'histoire, alpha c'est la chef, mais en vrai dans le corps, les trois sont essentiels. Il n'y a pas de notion de chef dans le corps. Le but de IL-1 et de TNF-alpha, c'est d'activer les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes. Et ils vont aussi avoir un impact sur l'épithélium. Ils permettent la vasodilatation et aussi la perméabilité qui elle-même permet l'infiltration leucocytaire. J'espère que je suis assez clair. Au niveau du système nerveux central, ils vont aussi aller sur le cortex pour induire l'état de somnolence, l'anorexie et le malaise. Et ils vont aussi aller sur l'hypothalamus pour activer la prostaglandine E2 qui elle va induire la fièvre et va sécréter le CRF, lui-même qui va aller à l'hypophyse pour sécréter l'ACTH pour ensuite aboutir au cortisol. Bon, ça je vais un peu loin dans les trucs, mais comme ça vous avez un peu une idée de ce qui peut se passer. Et ensuite, à l'aide de l'IL-6 qui vient se rajouter à ça, ils vont aussi aller au foie pour sécréter toutes les protéines de la phase aiguë, donc le CRP, le fibrinogène, l'aptoglobine ou même la ferritine, et vont au contraire diminuer la synthèse des protéines de transport, donc l'albumine, la transférine. Ensuite, on passe à l'attaque. Pearl va d'abord en attaquer un très rapidement et enchaîne sur les trois autres. Et là, ça me permet de mettre l'accent sur la biologie. Dans l'inflammation, il y a la CRP qui va monter très vite. Ça signe une infection vraiment aiguë. Si on a une CRP élevée, c'est que l'infection, elle est limite encore en cours. Enfin, l'infection ou le traumatisme, l'agression, on va dire. Et ensuite, il y a l'orosomucoïde, l'aptoglobine, la ferritine. Elles vont mettre plus de temps à monter pour signaler une inflammation qui date d'un petit peu plus longtemps. Après, il faut aussi faire un parallèle avec l'électrophorèse des protéines sériques. Il faut savoir ce qui monte, ce qui descend. Du coup, on a la CRP qui, elle, va migrer en gamma, l'aptoglobine et l'orosomucoïde qui migrent en alpha, et le fibrinogène qui migre en bêta. Et ça, c'est toutes des protéines qui vont monter lors de la réaction inflammatoire. Et au contraire, on a une baisse de l'albumine sur le profil sérique. La CRP elle varie énormément lors de la réponse inflammatoire. Vraiment, il y a des hausses énormes si on est en cas d'inflammation. Elle va notamment permettre d'induire la phagocytose.
Et donc, quand on va chercher une réponse inflammatoire, on va doser deux protéines avec des cinétiques différentes. Par exemple, on va doser la CRP qui est rapide et le fibrinogène qui, lui, va avoir un effet plus lent, une apparition plus lente. Et ça nous permet de dater un petit peu la réponse inflammatoire. Ensuite, sur la fin de l'histoire, il y a toute l'équipe qui nettoie la zone. Et en fait, au final, si vous avez remarqué, au cours de l'histoire, il y a plusieurs phases. Chaque phase va reprendre celle de la réaction inflammatoire. On a d'abord la présence des trois pas rares, c'est la phase d'effraction. En fait, c'est l'attaque. Il y a une libération d'histamine par les mastocytes et de prostaglandines, par la dégradation des phospholipides membranaires, et en fait, ça entraîne la vasodilatation. Puis, il y a l'arrivée des résistants, c'est la phase vasculaire. C'est l'arrivée sur le site de l'agression des éléments figurés du sang. Donc, c'est là qu'il y a la vasodilatation, l'œdème, une extravasation des plaquettes, des anticorps, des protéines du complément, et aussi le début du chimiotactisme pour amorcer la phase suivante. C'est vraiment l'arrivée de tous les renforts sur le site de l'agression. Et ensuite, on passe en phase de combat, donc la phase cellulaire, et là, c'est le recrutement de leucocytes, et c'est la phagocytose des corps étrangers, des débris cellulaires, et en fait, là, c'est vraiment le moment, la phase cellulaire, où les éléments de l'immunité vont faire leur boulot. Et enfin, on a le nettoyage. Là, c'est la phase de résolution avec l'arrivée des molécules anti-inflammatoires, anti-radicaux libres, la réparation des tissus par les facteurs de croissance, il y a aussi l'activation des fibroblastes et la sécrétion de la matrice extracellulaire. Là, c'est le moment où on répare tout. Et donc, avec ça, on a fait le tour de l'histoire. Maintenant, je vais vous donner quelques infos supplémentaires, un peu, voilà, des petits bullet points. On retrouve notamment une vitesse de sédimentation qui est plus élevée dans le syndrome inflammatoire. Je suis pas sûr qu'en pratique on cherche vraiment la vitesse de sédimentation. Aujourd'hui, on a des meilleurs moyens de chercher ça, mais faut savoir que la vitesse de sédimentation est plus élevée dans le syndrome inflammatoire. Au niveau du sang, on peut aussi avoir une anémie inflammatoire parce que vu que le fer n'est plus transporté par les globules rouges à cause de la baisse de la transférine. On peut aussi trouver une hyperleucocytose et une hyperplaquettose, ce qui semble logique pour se défendre. Les principales étiologies, elles sont liées aux infections aiguës et chroniques, aux néoplasies, les maladies hématologiques et les maladies inflammatoires et auto-immunes. Bon, ça c'est vraiment des petites notions, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut retenir tout de suite, mais voilà, je préfère le dire, au moins c'est posé. Par contre, je fais une mini conclusion. Ce qu'il faut vraiment retenir de cet épisode, c'est les 4 phases. Phase d'effraction, phase vasculaire, phase cellulaire et résolution. Il faut retenir les protéines pro-inflammatoires, donc TNF-alpha, IL-1 et IL-6. Et aussi les protéines de suivi de la réponse inflammatoire, donc la CRP, l'aptoglobine, le fibrinogène entre autres. Ça, c'est vraiment les points qu'il faut retenir de la réaction inflammatoire. Et sur ce, j'ai terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, tout ce qu'il y avait à dire sur la réaction inflammatoire vraiment important, essentiel à connaître. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de bonnes révisions.